Une armée européenne, fantasme ou réalité? Vous les entendez, les bruits de bottes? Le son du canon aux frontières de l'Union européenne? La guerre, ce truc que l'on croyait définitivement rangé dans les cartons de l'histoire, la guerre est revenue à nos portes et elle a pris de court les Européens. Alors chaque État s'est mis à faire le compte de ses forces militaires et le bilan n'est pas très réjouissant. En Allemagne, par exemple, au premier jour de l'invasion russe en Ukraine, le chef de l'armée de terre déclare sur les réseaux sociaux « Je n'aurais jamais cru devoir vivre une autre guerre et la Bundeswehr, l'armée de terre que je dirige, est plus ou moins à sec. » Alors pourquoi ne pas faire avec la défense ce que l'on a déjà fait avec l'agriculture ou la pêche? Pourquoi ne pas mettre en commun nos ressources militaires? Une Europe de la défense? Et pourquoi pas une armée européenne? Je m'appelle Olivier Henrion, je suis journaliste à la RTBF et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Allez tout le monde dans les rangs, je ne veux voir qu'une seule tête et vous restez jusqu'à la fin. L'Europe de la défense, l'idée n'est pas complètement neuve. C'est même un vieux serpent de mer des politiques européennes. On qualifie de serpent de mer un projet ou un sujet qui revient fréquemment alors que sa mise en application ne semble pas arriver ou bien être repoussée continuellement. Un serpent de mer qui pointe le bout de son nez quand la menace se fait plus pressante. Au début des années 50, déjà, au moment de la guerre de Corée, c'est la guerre froide, les Américains ouvrent un front en Asie alors que la menace soviétique pèse sur l'Europe. Il faut dégager des ressources supplémentaires. Alors pourquoi ne pas réarmer l'Allemagne? Mais l'idée passe mal en France ou en Belgique. Alors pourquoi pas plutôt créer une armée européenne? Banco, disent la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Ces pays sont prêts à renoncer à leurs armées nationales pour créer une armée européenne de 180 000 hommes placés sous le commandement de l'OTAN. Le texte de la Communauté européenne de défense est signé en 1952, reste à le faire ratifier. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu. En France, le débat devient violent et ça coince. Le 30 août 1954, par 319 voix contre 254, les députés français rejettent la Communauté européenne de défense. Faux départ, il n'y aura pas d'armée ni même de défense européenne. Le serpent de mer replonge et on ne le verra plus jusqu'au début des années 90. Là, c'est la guerre en Bosnie qui fait rage. C'est aussi le moment du traité de Maastricht qui fonde l'Union européenne. À côté de la Communauté européenne, l'Europe se dote d'une politique étrangère et de sécurité commune. Et pour le président de la Commission européenne de l'époque, le français Jacques Delors, c'est de nouveau un premier pas vers une Europe de la défense. On ne conçoit pas que l'on développe la coopération en matière de politique étrangère en ignorant la dimension militaire de la sécurité. Deuxième faux départ, ça ne s'est pas vraiment fait. Il y a eu quelques timides avancées, le record, 1 millier de militaires venus d'Allemagne, de France, de Belgique, de Luxembourg ou d'Espagne. Alors c'est vrai, ces hommes ont été utilisés, mais pour des missions plutôt modestes, de maintien de la paix ou de formation d'armées étrangères. Pas suffisant pour montrer que l'Europe a du muscle. Il y a eu aussi les battle groups, une force de réaction rapide de 3000 hommes, mobilisables à tout moment, mais qui, faute de consensus entre les 27, n'ont jamais quitté leur caserne. Là encore, la démonstration de force a fait pchit. Il y a enfin eu le traité de Lisbonne, qui crée le poste de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, une sorte de chef de la diplomatie européenne, mais qui a beaucoup de mal à trouver une position commune à 27 sur les gros dossiers internationaux. Alors vous le voyez, le serpent de mer de l'Europe de la défense a repointé de temps en temps le bout de son nez, mais il reste très timide. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est un coup de tonnerre. Les Européens comprennent qu'ils ne sont pas immunisés contre la guerre. Il est temps de faire une piqûre de rappel. C'est l'avis de l'eurodéputée Nathalie Loiseau, une spécialiste des questions de défense que je suis allé rencontrer au Parlement européen. Il a fallu une guerre pour qu'on se mette d'accord, la guerre d'Ukraine, pour que les Européens sortent un peu du temps de l'innocence et comprennent qu'en effet, notre projet de paix était menacé, que l'Europe est en danger pour ce qu'elle est. On ne peut pas se contenter d'avoir du soft power. Si on veut se faire respecter,
Il faut augmenter nos efforts de défense. La guerre en Ukraine vient donc booster l'Europe de la défense. En quelques semaines, les Européens débloquent 1 milliard d'euros pour financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. Ils augmentent leur budget de défense et ils se mettent d'accord sur une boussole stratégique. Je sais ce que vous allez me demander, les petits gars. Une boussole. Mais pourquoi faire ? La boussole stratégique, c'est une 50aine de pages pour donner le cap de la défense européenne pour les 10 prochaines années. C'est aussi un constat qui fait plutôt froid dans le dos. On peut y lire que l'Union européenne est cernée par l'instabilité et les conflits. Elle est confrontée à la fois à des agressions armées, des annexions illégales, des États fragiles, des puissances révisionnistes et des régimes autoritaires. C'est pas Jojo. D'autant que ça veut dire risque de terrorisme, de cyberattaque, d'instrumentalisation de la migration ou de concurrence accrue pour accéder aux ressources naturelles. Et pourtant, cette vision de l'apocalypse est une avancée majeure pour les Européens, parce que pour la première fois, ils arrivent à se mettre d'accord tous ensemble sur la liste des menaces qui les entourent et en plus à réagir ensemble face à ces menaces. D'autant que jusqu'à présent, pour s'en prémunir, les Européens avaient un super parapluie, l'OTAN. En fait, on comptait beaucoup sur les États-Unis pour nous protéger. Mais les États-Unis aujourd'hui, ils regardent à l'Est, encore plus à l'Est. C'est l'Asie et le Pacifique qui les intéressent, la Chine en particulier, le grand rival des Américains. La crainte des Européens, c'est qu'à un moment, ils se retrouvent tout seuls à se défendre ou à dépendre de décisions qu'ils n'ont pas prises. Ça s'est déjà passé quand les Américains ont décidé de quitter l'Afghanistan, panique à bord. Cette mission est terminée. Rien n'est terminé. Rien. Cette boussole, c'est donc aussi un rappel que les Européens doivent prendre en main leur destin. Et pour ça, ils doivent s'organiser un petit peu mieux. Car sur le papier, la défense en Europe aujourd'hui, c'est près de 2000 avions de combat, 2500 hélicoptères, quelques centaines de frégates, 1 300 000 soldats dans les casernes, sauf que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas trop entre elles. Pour Nathalie Loiseau, ce n'est pas une fatalité. Le but, c'est pas de jeter l'argent par les fenêtres, c'est de dépenser plus et mieux, notamment de dépenser en commun, plutôt que d'avoir des dizaines de chars différents, d'avions de combat différents, de navires de guerre différents. Essayons d'en avoir moins, qui permettront qu'on travaille mieux ensemble et qu'on puisse prendre en charge des dépenses communes. Et c'est vrai que si on additionne les 27 budgets européens de la défense, l'ardoise monte à 250 milliards d'euros par an. Cela ferait de l'Union européenne la deuxième puissance militaire du monde. On en est loin. Alors pour inverser la tendance, les Européens s'engagent à donner plus de cohérence à leurs investissements, à combler ensemble les lacunes de leurs armées. Par exemple, il n'y a pratiquement aucun drone dans l'arsenal militaire européen. Et puis tant qu'à faire, autant que ces investissements bénéficient aux industriels européens. L'Allemagne annonce acheter de nouveaux avions américains. La Belgique a annoncé il y a 3 mois qu'elle remplacerait ses vieux F-16 par des bombardiers F-35 achetés aux États-Unis. Poland has agreed to buy 32 multitask F-35 fighters from the United States. Bon, c'est vrai, il y a encore du boulot. N'empêche, les Européens ont identifié les menaces, ils sont prêts à développer et financer des armements communs, alors pourquoi ne pas aller un pas plus loin et développer une armée européenne ? Une armée européenne en tant que telle, non. Une défense européenne, oui. C'est quoi la différence ? On ne va pas mettre des hommes et des femmes en uniforme européen, armes aux pieds, attendant d'être déployés sous l'ordre de qui d'ailleurs ? Les armées restent toujours l'apanage des États. Simplement être capable d'intervenir ensemble, ça veut dire que nos États auront des armées mieux équipées, mieux entraînées, plus cohérentes les unes avec les autres. Aujourd'hui, une armée européenne comme celle envisagée par la communauté européenne de défense serait difficile à mettre en place. Les cultures politiques et militaires des 27 sont trop éloignées. Mais par contre, investir ensemble et de manière coordonnée dans la défense serait plus réaliste. Cela rendrait les 27 armées nationales plus compatibles entre elles et l'Europe de la défense ne serait plus un serpent de mer. Vous l'avez compris, ce n'est pas demain ni après-demain que l'Europe disposera d'une armée. Mais les crises que nous avons traversées ont fait avancer l'idée de l'Europe de la défense. Le serpent de mer s'est réveillé, il avance doucement, il ne se cache plus,
Mais pour éviter qu'il ne replonge pendant 40 ans, il va falloir que les dirigeants européens maintiennent le cap qu'ils viennent de se fixer. L'histoire a démontré que ce n'était pas forcément leur point fort. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des réactions, des questions? Vous voulez nous laisser un commentaire? Ça se passe là en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur l'Europe. Ce serait ballot.